Ce journal vous est offert par la Cadeco, votre banque de famille. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal de 20h sur Shalom Télévision. À la une de l'actualité, le ministère public dans l'affaire du coup d'État raté en République démocratique du Congo réclame la confirmation de la peine de mort pour les 37 présumés ayant interjeté l'appel. Détail à suivre dans ces 20h. Dans l'actualité également, 149 Koulouna comparaissent devant 3 juridictions de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, aux audiences foraines après les opérations de bouclage organisées par la police nationale congolaise. Information à découvrir dans ce journal. Dans l'actualité également, comment décongestionner la frontière de Kasumbalesa et fluidifier les trafics internationaux. Cette question a été au centre d'une réunion en Zambie entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et le gouvernement national zambien. Vous aurez le détail dans ce journal. En dehors de la République démocratique du Congo, nous vous parlerons des premiers résultats législatifs publiés au Tchad par l'instance habilitée. Détail à suivre également dans ce journal. C'est tout pour les titres, Madame, Messieurs, bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, Denis Sassou Nguesso et Joao Lourenço expriment leur profonde préoccupation face à la poursuite des combats dans l'est de la RDC. C'est malgré le cessez-le-feu signé en août 2024 lors de leur rencontre. Ils ont exhorté les partis à maintenir et à renforcer les initiatives favorables au dialogue. Suivez plus de précisions dans ces reportages. Cette visite de travail qui s'est inscrite dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié, de coopération et de fraternité entre l'Angola et le Congo était une occasion tout indiquée pour les présidents Denis Sassou Nguesso et Joao Lourenço de s'entretenir longuement en tête-à-tête samedi soir au Palais du Peuple. Au cours de leur entrevue, les deux dirigeants ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Très préoccupés par les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans le monde en général et en Afrique en particulier, les dirigeants congolais et angolais ont évoqué la situation politique, sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le président Denis Sassou Nguesso a salué les efforts qu'entreprend son homologue angolais Joao Lourenço dans la recherche de solutions de sortie de crise en RDC à travers le processus de Luanda. Denis Sassou Nguesso a encouragé Joao Lourenço à poursuivre la dynamique du dialogue en cours tout en lui renouvelant son soutien. Les deux dirigeants ont aussi exprimé leur profonde préoccupation face à la poursuite des combats à l'est de la République démocratique du Congo et ont exhorté les parties belligérantes à renforcer les initiatives favorables au dialogue, de faciliter et de soutenir les efforts de médiation. S'agissant des grands rendez-vous de l'année 2025, les deux chefs d'État ont évoqué les perspectives de renouvellement des instances dirigeantes de l'Union africaine, de la CAC et de la CIRGL, des institutions dans lesquelles le Congo et l'Angola jouent pleinement leur partition. Soulignant que le 38e sommet de l'Union africaine pourrait élever la République angolaise à la présidence tournante de l'organisation continentale pour un mandat d'une année selon le principe rotatif par zone. Au plan bilatéral, l'axe Brazzaville-Luanda, explique un diplomate, est un modèle de coopération dans la sous-région Afrique centrale par temps continental. Une coopération marquée par des rencontres régulières de haut niveau et des échanges de délégations, poursuit un autre diplomate. Les relations de coopération entre la République du Congo et la République d'Angola sont régies par plusieurs accords qui touchent divers domaines. En avril 2023 se sont déroulés à Brazzaville les travaux de la 8e session de la Grande Commission mixte de coopération Congo-Angola. En juin de la même année, la province angolaise du Cabinda a abrité une réunion bilatérale consacrée au sujet de défense, de sécurité et de gestion des frontières. Enfin, au terme d'un séjour de travail bien accompli de 48 heures en terre congolaise, le président angolais Joao Lourenço a quitté Brazzaville le dimanche 12 janvier en matinée pour Luanda en Angola, où il pourrait capitaliser ses échanges de la veille en tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, ce dirigeant rompu dans les vertus de médiation et de dialogue, en vue des issues négociées de sortie de crise à travers le monde.
Toujours au niveau national, le ministère public réclame la confirmation de la peine de mort pour les 37 prévenus ayant interjeté l'appel. L'officier du ministère public, le colonel Parfait, l'a fait savoir dans son réquisitoire prononcé lors de l'audience organisée la semaine dernière. Suivez. La cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Indolo, est appelée à confirmer la sentence ou l'œuvre du premier juge qui a prononcé la peine de mort à l'égard de tous les 37 prévenus ayant interjeté appel. L'officier du ministère public, le colonel Parfait Boutamontou, l'a fait savoir dans son réquisitoire prononcé lors de l'audience de ce vendredi 10 janvier 2025. Le colonel Parfait Boutamontou, qui a salué le travail réalisé par le premier juge, affirme sans exception que tous les prévenus ont délibérément adhéré au mouvement terroriste New Zaïre, dirigé par Christian Malanga, pour renverser les institutions légalement établies en République démocratique du Congo. Pour le ministère public, les arguments avancés par les 38 prévenus sous prétexte qu'ils avaient agi sous contrainte ne tiennent pas. Il a demandé à la Cour de tenir compte de la joie des assaillants telle qu'elle a été projetée dans le vidéo lors de l'opération au Palais de la Nation. Spécifiquement pour le prévenu Jean-Jacques Ondo, sujet belgo-congolais, l'officier du ministère public affirme que, sans être sur place, il demeure l'un des architectes de cette opération suite à ses différents contacts avec Christian Malanga. Au premier degré, 37 prévenus ont été condamnés à la peine de mort pour des infractions d'association de malfaiteurs, d'attentats et de terrorisme. Parmi eux figure Marcel Malanga, fils de Christian Malanga. L'expert militaire Jean-Jacques Ondo a également été condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs et attentats. Certains des condamnés ont écopé de 20 ans de servitude pénale pour détention illégale d'armes de guerre. Une dizaine de personnes, 13 au total, ont été acquittées, le fait d'association de malfaiteurs, de terrorisme et de financement du terrorisme n'ayant pas été prouvé. Quant au prévenu Tikimo, il a bénéficié des circonstances atténuantes et a été déclaré non coupable. Après les conclusions de partie civile et les réquisitoires du ministère public, la prochaine audience sera consacrée aux plaidoiries des avocats de la défense. Il sera question pour eux de défaire les arguments du ministère public contenus dans son réquisitoire. Autre chose, 149 Kuluna comparaissent devant 3 juridictions de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est depuis la semaine dernière que les audiences foraines ont débuté après les opérations de bouclage organisées dans ces districts. Suivez. C'est depuis le 8 décembre dernier que les audiences foraines ont débuté, du moins pour la 6e phase des arrestations de près de 450 présumés Kuluna, traqués dans l'opération Dobo, dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Au total, 149 de ces bandits urbains ont comparu devant 3 juridictions de la capitale. Au tribunal de Kalamou, dans le district de la Funa, 56 présumés Kuluna ont comparu devant les juges et ont été identifiés par le tribunal. Le ministre intérieur dans la police m'a initié pour une opération Ndobo. Il y a la bino le tribunal pour que le tribunal assemble sa bino. Même réalité pour le tribunal de garnison de Kinshasa-Ngaliema, avec la comparution de 55 Kuluna. Pour le tribunal de garnison de Matete, la sentence des 38 déférés devant le tribunal est attendue ce vendredi, après avoir été identifiés avec pièces à conviction en appui. Ces Kuluna, traqués et arrêtés par la police, sont déférés devant la justice afin de répondre de leurs actes, ainsi le veut la population quinoise. Selon l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji, rien n'empêche au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de se représenter aux échéances électorales prochaines, car selon lui, s'il y a changement de la Constitution, c'est une autre forme de république qui commence. Il a dit dans ces duplex réalisés par Wivin Mougouli. Je peux dire qu'il a raison à 60%. Il a raison du fait qu'il y a certaines choses qui auraient dû évoluer autrement, mais que l'entourage que nous jugeons qui freinent parfois certaines démarches susceptibles de faire marcher les choses correctement. Donc, à 60%, il a raison. À 40%, il y a quand même une certaine évolution par rapport au début. Bitakwira est d'accord et accessible
à la révision constitutionnelle, mais à condition que Félix Tshisekedi, président de la République, ne se représente plus aux élections prochaines. Quelle analyse faites-vous de son point de vue? Je ne sais pas s'il a regardé la Constitution. La révision, la Constitution elle-même la prévoit et verrouille certaines dispositions qui rencontrent sa volonté. Mais de plus en plus, le chef de l'État l'a exprimé et tant d'autres acteurs politiques, ils parlent plutôt du changement de la Constitution. Et dans ce contexte-là, quand il s'agit du changement de la Constitution, je crois que le compteur est remis à zéro. Tout est en berne. Donc, les institutions sont paralysées. Il n'y aura pas de parlement. Le parlement de transition va s'installer, etc. Donc, c'est une autre donne quand on parle du changement. Si c'est la révision constitutionnelle, il y a les articles verrouillés. Si c'est les changements, eh ben, ça s'appelle en quelque sorte coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire, tout est paralysé. Et il n'y a pas quoi que ce soit, le chef de l'État ne peut pas être empêché de se représenter. Il peut se représenter parce que c'est une autre république. Nous ne sommes pas dans la république actuelle, c'est la 4e république. Un projet de construction de la nouvelle ville verra jour dans les mois qui suivent. C'est la raison de la descente effectuée par un groupe de députés nationaux dans la partie est de la capitale de la République démocratique du Congo qui est Kinshasa. Suivez. De 6 députés nationaux issus de Kinshasa et d'autres provinces a effectué ce samedi 11 janvier 2025 une visite officielle à Maluku, où sera construite la future ville de Kinshasa. L'objectif de cette descente était de se familiariser avec le site et de faire un état de lieu concernant le préparatif du lancement imminent de travaux. Plusieurs sites à Maluku ont été visités, notamment celui destiné à la construction de la cité industrielle. Ce projet phare qui s'étendra sur 7500 hectares représente l'un des projets urbains les plus ambitieux de la République démocratique du Congo. Ces chantiers ne se limitent pas à l'urbanisation, ils visent aussi à l'impulsion du développement économique, architectural et culturel significatif, en facilitant le déplacement d'une partie de la population vers l'est de Kinshasa. Ce projet répondra à deux enjeux majeurs d'aménagement du territoire et de modernisation. Premièrement, remercier le chef de l'État pour cette initiative de la construction de ce projet à sa réalisation. Nous sommes très contents du fait que la ville de Kinshasa qui actuellement vit beaucoup de difficultés, étant donné tous les embouteillages que nous sommes en train de vivre et la manière dont la population s'entasse dans une toute petite partie de cette ville. Il a fallu qu'il y ait un projet d'extension de cette ville afin de permettre à ce que certaines normes même urbanistiques soient respectées. Les impressions sont très bonnes. Moi-même, j'ai palpé la réalité. Les entrepreneurs m'ont aussi très important que la sous-traitance veille à ce que les Congolais bénéficient de ces projets. C'est très important. Ces projets marquent un tournant pour Kinshasa et son ambition de passer les frontières de la capitale, symbolisant une vision tournée vers une modernité inclusive et durable. La population du Nord Kivu salue les efforts que sont en train de mener les forces armées de la République démocratique du Congo à ce qui concerne la guerre qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Vendredi 10 janvier 2025, nous sommes à Ngungu, un groupement Oufamandou, dans le territoire de Massissi, 2 jours après sa libération par les braves militaires FARDC et les jeunes Ouazalendo. L'opération Caterpillar 2, planifiée par les commandants Task Force Nord Kivu, le général-major Alain Bianzambe Dieu Gentil, et celui du Task Force Sud Kivu, le général-major Yves Avoul Robert, a permis la récupération de cette grande agglomération du territoire de Massissi, a déclaré le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécurisé notre population qui rentre déjà à Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le Ouazalendo, continuent à repousser l'ennemi en profondeur
de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. La population d'Ngungu salue la détermination des FARDC et des Wazalendo visant à récupérer toutes les zones occupées par les agresseurs rwandais sous le label M23. Tuko na furaha sana kuona jeshi yetu ya taifa ikifika hapa mjini Ngungu kwa kumkimbiza M23. Wakati M23 ilikuwa hapa, wakazi walikuwa wanatatizwa, walikuwa na shida ya nguvu sana. Certains combattants du M23 RDF se rendent au FARDC et d'autres qui sont blessés vu l'intensité des combats dans les collines surplombant Ngungu sont pris en charge par l'équipe médicale des forces loyalistes. Autre chose, la délégation congolaise conduite par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, a eu des échanges avec la partie zambienne conduite par le ministre de Commerce, Chipoka Mulenga. Au centre de cette rencontre, comment décongestionner la frontière des Kasumbalesa et fluidifier le trafic international. Détail dans ces reportages. Au cours de cette rencontre, les deux parties représentées respectivement côté congolais par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, accompagné de la ministre provinciale de l'économie et des transports, Lorraine Exoussamba Kazadi, et la délégation zambienne par le ministre du Commerce et Industrie, Chipoka Mulenga, se sont réunis à Chililabombwe ce samedi 11 janvier 2025. Ensemble, ils ont abordé la question de la gestion de la frontière de Kasumbalesa, où depuis 2 semaines, il s'observe des longues files de camions de plus de 50 km du côté zambien. Les chefs des deux délégations ont relevé qu'étant donné que la gestion de cette frontière est commune, il est impérieux que des solutions à court et à long terme soient trouvées pour faciliter la fluidité du trafic international et accroître l'économie des deux pays. C'est ainsi qu'après des échanges de plus de 2 heures, les deux parties ont tablé sur les causes de cette situation et se sont engagés à faire exécuter les mesures telles que souhaitées par les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Hakainde Hichilema. C'est notamment faire fonctionner leurs douanes respectives de 6h à 20h, et cela tous les jours de la semaine. Pour parvenir à désengorger les 3 douanes, à savoir Sakanya, Mokambo et Kasumbalesa, une série de mesures a été arrêtée, dont le passage de 500 tracts par jour, a dit le gouverneur Jacques Yabula Katwe. C'est ainsi qu'une série d'engagements a été prise de notre côté. Nous œuvrons déjà pour que 500 tracts puissent traverser en procédure d'urgence. Cela par jour pendant 7 jours. Là, c'est en procédure d'urgence. On appelle ça l'enlèvement d'urgence pour que les formalités douanières soient faites au niveau des entrepôts. Cela va nous permettre de décongestionner la frontière de Kasumbalesa. Les soucis, c'est aussi d'orienter les autres tracts vers la frontière de Mokambo ainsi que de Sakanya. Or, les deux frontières aussi sont aussi inondées. Donc, la même mesure que nous allons prendre ici va être aussi effective sur les 3 frontières. L'effectivité des mesures prises, comment nous pouvons arriver à faire traverser 500 tracts le jour. Donc nous revenons sur notre résolution de travailler 6h à 20h. Le ministre zambien du Commerce et Industrie, Chipoka Mulenga, a au nom de son gouvernement encouragé le gouvernement congolais dans ses démarches de modernisation de la douane tout en appréciant son engagement à accélérer les processus de désengorgement des douanes. À son retour, le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yabula Katwe, a réuni les membres de l'ordre opérationnel associés à ceux du Conseil de sécurité pour les sensibiliser à observer strictement les engagements pris pour désengorger les routes zambiennes et congolaises.
Madame, Messieurs, la page des sports, c'est tout juste après cette transition. En Ligue des champions de la Confédération africaine de football, les deux représentants de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la formation du tout-puissant Glover Mazembe ainsi que Maniema Union, sont éliminés de la phase des poules de la Ligue des champions et ne joueront pas le quart de finale. La formation des tout-puissants Glover Mazembe a été battue le week-end passé par la formation des Mouloudia Club d'Alger par la marque de 1-0 et l'autre représentant c'était au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. La formation de Maniema Union a été battue par la marque de 1-2 devant la formation des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Détail dans ses commentaires. C'est aussi bien précisé, à toute vitesse. Heureusement les gars. L'AS Maniema Union doit désormais oublier les tickets pour les quarts des finales de la Ligue des champions africaine CAF après sa défaite 1-2 à domicile ce samedi 11 janvier au stade des Martyrs face à l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns. L'aventure des unionistes dans cette compétition prend fin, même si une performance remarquable a été réalisée à Kinshasa lors de cette rencontre de la 5e et avant-dernière journée de cette compétition. Après avoir mené 1-0 jusqu'à la 83e minute face aux Sud-Africains grâce à Jephté Kitambala, avant centré buteur, les Congolais ont craqué pour encaisser 2 buts. Ambiance, quelle efficacité! Après ces matchs, l'AS Maniema Union demeure à la 4e place dans le groupe B avec 3 points, tandis que Mamelodi Sundowns grimpe à la 2e place avec 8 points maintenant. AS FAR est en tête avec 8 points, tandis que le Raja Casablanca est en train de chuter à la 3e place avec 7 points. De l'autre côté, le TP Mazembe a fini par abandonner sa tentative de qualification pour la prochaine étape de la Ligue des champions africains de la CAF en s'inclinant 1-0 le vendredi 10 janvier devant le MC Alger pour la 5e et avant-dernière journée de cette compétition dans le groupe A. Cette défaite met un terme à leur parcours dans cette compétition malgré les derniers matchs qui restent. C'est une énorme déception pour les TP Mazembe qui avaient fixé cette compétition comme un objectif majeur. En raison de ces revers, ils demeurent à la 4e place avec seulement 2 points obtenus en 4 matchs dans ce groupe dominé par Al Hilal. Déjà qualifié avec 10 points en 4 matchs, suivi des MC Alger, 2e avec 8 points. Désormais, Young Africans, 4 points. Changeons autre chose, c'est la formation de FC Barcelone qui a atomisé la formation de Real Madrid par la marque des 5-2. C'était le dimanche 12 janvier 2025 pour les comptes de la Supercoupe d'Espagne. Après un but matinal de Kylian Mbappé, le merengue ont fléchi au fil du temps. Suivez. Le Real Madrid, humilié en octobre dernier au Santiago Bernabéu par 4-0, espérait prendre sa revanche face à son grand rival, le FC Barcelone. Cependant, les hommes de Carlos Ancelotti ont subi une nouvelle déroute, s'inclinant lourdement 5-2. Les trios d'attaque barcelonais, composés de Rafinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal, a été irrésistible. Les matchs, suivis par un public saoudien enthousiaste, a débuté sur un rythme effréné. Thibaut Courtois a repoussé les premières tentatives de Lamine Yamal et Rafinha, permettant à Kylian Mbappé d'ouvrir les scores sur un contre fulgurant. Lamine Yamal a égalisé à la 22e minute, avant que les Barcelonais ne reprennent le contrôle du match. Avec près de 70% de possession à la demi-heure de jeu, le FC Barcelone a concrétisé sa domination en inscrivant 3 buts en 10 minutes. Lewandowski a marqué sur penalty, 36e minute. Suivi d'une tête de Rafinha à la 39e minute. He has to generate a lot of power to steam it past Thibaut Courtois, but he... Aide en but d'Alexandro Baldé avant la pause. Malgré une tentative de Rodrigo qui a touché le poteau en début de seconde période, le Real Madrid n'a pas pu renverser le match et Rafinha a inscrit un doublé, portant les scores à 5-1. Mbappé a tenté de sonner la révolte face à la démonstration collective. Les Blaugrana, en sifflant leur entraîneur, remportent son premier trophée avec les clubs catalans. And the youngster that strolls forward, and more importantly, the finish is exemplary. You don't need to thrash at it, you don't need to hit it as hard as you can, you just need to place it.
Nous vous rappelons que la formation d'FC Barcelone avait battu par la marque de 5-2 devant la formation du Real Madrid, synonyme du premier trophée de l'an 2025 pour la formation de FC Barcelone. Madame, Messieurs, place à présent la troisième partie. Le parti au pouvoir au Tchad obtient la majorité parlementaire selon des résultats provisoires d'après ses estimations publiées dimanche par l'organisme électoral national. Africa News. Le parti au pouvoir au Tchad obtient la majorité parlementaire selon les résultats provisoires. D'après ses estimations publiées dimanche par l'organisme électoral national, le mouvement patriotique du salut aurait obtenu entre 122 et 124 sièges sur les 188 que compte l'Assemblée nationale. Au pouvoir depuis plus de 30 ans et principal soutien du président Mahamat Idriss Déby, le MPS, qui avait été boycotté par une grande partie de l'opposition le mois dernier, semble renforcer l'emprise du président sur le pouvoir. Le parti transformateur de succès Mazra, chef de file de l'opposition, et plusieurs autres partis affirment que le scrutin était faussé et manquait de transparence. Le gouvernement a démenti ces accusations. Les résultats de l'élection du 29 décembre scellent la transition du Tchad vers un régime constitutionnel, plus de 3 ans après que M. Déby a pris le pouvoir à la suite de la mort soudaine de son père et prédécesseur de longue date, M. Idriss Déby Itno. Le taux de participation a été estimé à 51,56%. Le scrutin, qui comprenait également des élections municipales et régionales, était le premier organisé au Tchad depuis plus de 10 ans. L'armée soudanaise et ses alliés ont repris une ville stratégique aux forces de soutien rapide des rebelles, la reprise de la ville de Ouad Medine, capitale de la ville de Gizira. Africa News revient une fois de plus. L'armée soudanaise et ses alliés ont repris une ville stratégique aux forces de soutien rapide rebelles. La reprise de la ville de Ouad Medani, capitale de la province de Gizira, porte un coup majeur au groupe paramilitaire, plus d'1 an après qu'elle ne tombe aux mains des FSR. Le conflit au Soudan a débuté en avril 2023 lorsque des tensions larvées entre les chefs de l'armée et les forces de sécurité soudanaises ont débouché sur des combats ouverts dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes du pays. Madame et messieurs, c'est par cette information que nous mettons terme à cette édition du journal des 20h sur Shalom Télévision. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir. Les informations continuent sur vos antennes. Ce journal vous a été offert par la CADECO, votre banque de famille.